Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de Décryptant. On se retrouve bien entendu à nouveau ce soir pour parler de la situation à Gaza. Vous le savez, cela fait plus d'un an. Précisément 440 jours que l'entité sioniste inflige à l'enclave et à sa population la pire agression que l'histoire ait connue. Nettoyage ethnique, génocide et crimes contre l'humanité. La population à Gaza vit au quotidien un véritable cauchemar. Sans défense ou presque, cette population est aujourd'hui à bout de souffle et s'interroge à quand la fin de ce supplice. L'espoir semble cette fois-ci permis. Ces derniers jours, on parle de possibilité de parvenir à un accord de cessez-le-feu. Jamais depuis le début de l'agression sioniste, on a été, dit-on, aussi proche d'un accord. On va tenter d'en savoir plus avec nos invités. On essaiera également de décrypter les enjeux pour les différents acteurs impliqués dans ce dossier avec justement nos invités. Je vous le disais, Cherif Driss est avec nous. Bonsoir, politologue spécialiste en géopolitique et questions internationales. Merci d'avoir accepté notre invitation. Kamal Mansari, notre consultant, directeur de publication du Jeune Indépendant, est également notre invité. Bonsoir Kamal. Bonsoir. On essaiera de joindre dans quelques petits instants depuis Bruxelles Hamdan Al-Damiri, militant palestinien, coordinateur de la communauté palestinienne à Bruxelles en Belgique. Et Ziad Meddour sera également notre invité. Il sera avec nous depuis Gaza. Il est universitaire et écrivain. Donc les conditions sont difficiles à Gaza, on le sait. 440 jours que l'entité sioniste bombarde, pas de répit dans les bombardements. Kamal Driss, 45 129 martyrs et toujours pas de répit dans les bombardements à Gaza. Effectivement, on parle à présent de plus de 45 000 décès, morts, plutôt personnes tuées, sans compter ceux qui sont sous les décombres, sans compter les blessés et tout. Donc on peut aller vers une fourchette haute, allant vers le double. À cela s'ajoute une situation qui est très compliquée, c'est-à-dire famine, maladie, voire le désespoir. C'est-à-dire que les Israéliens, l'entité sioniste, a réussi le pari à faire de Gaza une région invivable. Une zone invivable en bafouant tous les éléments de base ou les règles de base du droit international humanitaire. Donc l'entité sioniste profite de la situation, notamment ce qui se passe en Syrie, profite aussi de l'affaiblissement du Hezbollah, c'est-à-dire après l'assassinat du Cheikh Hassan Nasrallah et quelques dirigeants du Hezbollah. Elle profite aussi en fait, du retour de Donald Trump. Actuellement, avec aux États-Unis, on est dans une période de transition. Donc la passation de pouvoir, ça se passera dans 5 semaines. Il y a le président Trump qui annonce un certain plan, plutôt il a décliné son plan pour ce que sera le prochain, le Moyen-Orient et notamment la question palestinienne. Donc l'entité sioniste, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, se sent un petit peu regaillardi. Un petit peu regaillardi. Avec l'arrivée, le retour de Trump. Et c'est une façon aussi, et, à mon sens, qu'il faudrait un point qui mériterait d'être souligné. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'actuellement, il y a des négociations. Peut-être on aura l'occasion d'y revenir. Mais d'autres négociations, c'est-à-dire certains partis vont vers l'escalade un petit peu pour pousser l'autre parti à faire plus de concessions. Donc il n'est pas exclu que les Israéliens continuent dans cette tentative, plutôt dans leur agression répétée, de façon à créer un certain sentiment de désespoir chez la partie palestinienne, chez le Hamas, de dire finalement on accepte ce qu'on nous offre et
finalement, c'est les autres qui ont gagné. Donc, ils négocient, mais en même temps, ils vont vers l'escalade de façon à affaiblir l'autre partie. Alors, des concessions sont de mise actuellement au moment où la population palestinienne, au bout de 14 mois, a besoin d'un retour à la normale. À Gaza, Kamal Mansari, de se libérer de cette asphyxie. On le disait, depuis le 11 décembre dernier, un processus de négociation est entamé. Il a repris sous la houlette des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar. Que sait-on de ces négociations, Kamal Mansari? Bon, d'abord, je vais juste répondre à un aspect sur le plan humanitaire avant de répondre à la question des négociations. Il n'y a pas de retour à la normale immédiat pour les Palestiniens. Pour la simple et bonne raison, c'est un territoire dévasté. Donc la survie n'est pas un retour à la normale. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose d'inimaginable. Donc c'est une épuration ethnique telle qu'elle a été décrite aujourd'hui par Reporters sans frontières. Au moment où nous parlons, l'Assemblée générale. Nettoyage ethnique, oui. Au moment où nous parlons, l'Assemblée générale de l'ONU vient de voter une résolution dans laquelle elle demande à la Cour de justice internationale d'aller examiner si Israël est en train de se conformer et de respecter ses engagements en matière humanitaire. Des droits humains. Oui, droits humains. Donc, l'Assemblée générale a compris qu'il n'y a rien, que les 137 pays qui ont voté savent qu'il n'y en est pas le cas. Donc, les Palestiniens continuent à être massacrés. Israël fait ce qu'elle veut. Israël n'est pas regardée parce que Trump va venir. Elle est regardée depuis le 8 octobre 2023, lorsque les Américains ont envoyé un porte-avions et lui ont donné feu vert à massacre à tour de bras. Donc nous sommes dans une situation qui n'a pas changé depuis. Mais le seul facteur qui a pu renverser cette logique, c'est bien la résistance. Donc la résistance, c'est elle qui est en train d'imposer, si vous voulez, ses cartes. Oui. Et en même temps, bien évidemment, les négociations se déroulent de plus en plus. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes vers une phase où on va aboutir à un règlement ? Il est tout à fait probable. Pourquoi ? Parce que l'armée israélienne est fatiguée et que la résistance n'a pas abdiqué. Oui. Elle continue. Ce qui s'est passé aujourd'hui, l'exemple de Jabalia aujourd'hui est significatif de la volonté des Palestiniens poursuivre leur lutte et leur combat contre cet agresseur sauvage. Donc on peut dire que la résistance est en position de force, elle se retrouve dans son territoire. La seule logique et la seule réponse à cette sauvagerie, c'est bien la résistance. La résistance ne s'est pas effilochée, elle ne s'est pas affaiblie, elle continue. Sur le terrain. Lorsque vous voyez, je vous ai cité l'exemple de Jabalia. Jabalia, c'est la localité qui a subi le plus de bombardements. Israël est arrivé à utiliser presque du napalm, des bombes à fragmentation. Jamais un camp de concentration, enfin de camp de réfugiés palestiniens n'a subi autant de bombes. Elle est pire que ce qui s'est produit lors du ghetto de Varsovie. Donc aujourd'hui, c'est une véritable chose. Et les Palestiniens de Grazaoui qui ont été sommés de quitter cette localité, Jabalia, ne l'ont pas fait. Je vous ai cité l'opération, c'est-à-dire quand vous voyez un Palestinien seul avec un couteau qui tue 3 soldats israéliens qui se leur subtilisent leur âme, on voit un petit peu la logique et la volonté. Maintenant, je vais revenir à votre question sur la négociation. Que sait-on ? Il y a aujourd'hui ce qui se passe à Doha. Qu'est-ce qui est proposé ? Il est proposé un cessez-le-feu de 42 jours. Première étape, cessez-le-feu durant lequel il y aura un échange de prisonniers. On parle de 34. On commence parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des enfants, des personnes âgées et des militaires. Donc une première phase de 42 jours qui permettra, mais à condition que l'armée israélienne se retire des endroits aux populations à densité, là où il y a les habitants, c'est-à-dire elle quitte vers l'est de la bande de Gaza. Première étape. La deuxième étape, c'est le retrait définitif, à condition de créer un comité. Il est proposé un comité qui regroupe toutes les factions palestiniennes, y compris l'autorité palestinienne. D'ailleurs, M. Mahmoud Abbas, qui se trouvait au Vatican, a pris l'avion immédiatement pour se diriger en Égypte pour voir. Le seul problème, c'est la composante. C'est entre 10 à 15. Et lorsque ce comité sera... Parce que c'est ce comité-là qui va gérer l'après cessez-le-feu. Donc à condition d'abord, il y a plusieurs premières étapes et la deuxième étape. Mais si Israël joue le jeu, cette fois-ci, c'est-à-dire tel que souhaité par tous les négociateurs qataris, américains, et ne va pas vers une escalade,
pour justement faire capoter ce plan. Oui. Je pense qu'il est fort probable que dans les prochains jours, ils arrivent à un premier accord. Ça ne sera pas un accord définitif, mais qui donnera un petit peu, il donnera un petit peu le rôle de ce qui va se produire. Qu'est-ce qui va se produire dans une première temps? La libération des prisonniers palestiniens. Oui. En échange de la libération de quelques otages, on parle de 34 au début, il y a la libération de Palestiniens, notamment ceux qui sont condamnés à perpétuité, les condamnés à mort, ou tous les Palestiniens, donc ils sont au nombre aujourd'hui près de 10 000. C'est concernant les termes de l'accord. C'est-à-dire les termes de l'accord se jouent sur ce point-là. Il y a deux étapes. Oui, alors Driss Cherif Kamal Bensari l'a dit, tout dépendra de la volonté de l'entité sioniste dans ce cas de figure, puisqu'on le sait, plusieurs rounds de négociations avaient auparavant échoué. Quels sont les facteurs qui font que cette fois-ci, on s'approche d'un accord? Non, on sait de ce qui a été dit par Kamal Bensari, il y a d'autres aspects qui sont très importants. Oui. C'est le retrait des deux bancs de Philadelphie et Netzarim. C'est l'un des points d'achoppement entre la partie palestinienne. Les Palestiniens, les négociateurs du Hamas, exigent ce retrait de l'armée palestinienne, de l'armée israélienne, de Netzarim et de Philadelphie. Là, maintenant, le problème qui se pose, c'est que du côté israélien, c'est qu'il y a une faction, je veux dire un bloc qui n'est pas homogène en fait, qui est divisé. Oui. Il y a un parti qui veut aller vers l'aboutissement de ces négociations. Par contre, l'autre parti, qui est dominé par l'extrême droite, notamment la droite religieuse, qui refuse, c'est-à-dire qu'elle est en train de mettre en garde le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qu'en quoi toute concession serait une perte pour Israël. Autre élément qui est très important, c'est qu'actuellement, les Israéliens ont demandé qu'il y ait un contrôle sécuritaire sur la bande de Gaza. Oui. C'est-à-dire que même si demain il y aura un retrait de l'armée israélienne, ils veulent répliquer ce qui se passe dans la Cisjordanie à Gaza. C'est-à-dire que l'armée se retire, l'agression se termine, mais les Israéliens auront le droit d'y entrer quand ils voudront, lorsqu'ils jugeront que leur sécurité... C'est ce que réclament les Israéliens. Tout à fait, tout à fait. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a un contexte régional et un contexte international. Il faut dire aussi que le retour de Trump, c'est-à-dire qu'il n'est pas quelque chose d'anodin. Le président Trump leur a dit que je veux que les otages reviennent avant la fin de l'année, avant que j'ai entamé mon mandat. Ce n'est pas une déclaration comme ça, c'est une déclaration qui est motivée par des considérations à la fois internes et à la fois internationales. Oui. Donc il n'est pas exclu que ce qui s'est passé en Syrie, avec ce qui se passe en Liban et tout, que peut-être qu'il y aurait des pressions pour obliger les Israéliens à faire des concessions. Oui. Mais là, actuellement, c'est que jusqu'à présent, il y a un tiraillement au sein de l'entité sioniste entre une partie qui veut aller vers l'aboutissement des négociations, parce qu'il y a quelque part un épuisement moral. Il n'y a pas que l'armée qui est épuisée, même la société israélienne elle est épuisée. Les familles des otages sont en train d'exercer des pressions. Oui. Il y a aussi l'économie israélienne qui est en train de subir des pertes considérables. On parle de plus de 80 milliards de dollars d'impact négatif sur l'économie israélienne. Donc cette dimension psychologique, elle peut peser sur les négociations. C'est-à-dire qu'il y a une montée de certaines voix, plutôt de certaines tendances qui plaideraient pour l'aboutissement de ces négociations, la conclusion d'un accord et le retour des otages. Reste l'inconnu, c'est la capacité du Premier ministre Netanyahou à écouter ces pressions, mais aussi à contrôler et à contenir ses alliés de l'extrême droite qui sont en train de le menacer. Il l'a fait durant les précédents rounds de négociations. Il les a écoutés. Ces négociations avaient échoué, Cherif Driss. Non, en fait, le problème qui se pose, c'est que les Palestiniens ont dit que le Hamas s'est montré plus flexible par rapport à la partie israélienne. Il communique. Il communique. D'une part, il communique. De deux, il a revu à la baisse certaines de ses attentes en disant qu'on est prêt à faire des concessions. Là, maintenant, du côté israélien, c'est-à-dire qu'il y a des considérations à la fois stratégiques, des considérations de politique interne et même parfois des considérations personnelles. C'est que les Israéliens, pour eux, c'est-à-dire tout accord
qui ne permet pas un petit peu d'asseoir le contrôle, la domination israélienne sur la sphère palestinienne est synonyme d'un échec. Donc aussi bien le Premier ministre Benjamin Netanyahu qui se targue de se considérer comme le ministre le plus sécuritaire et celui qui a fait voler en éclats les accords de paix de 93 et tout. Donc pour lui, c'est une question de vision de stratégique, à la fois de dire finalement ce qu'on veut comme entité palestinienne, c'est une entité fonctionnelle qui n'a pas d'armée, qui n'est pas capable de se défendre, qui n'est pas capable d'assurer la sécurité. Et de deux, c'est de permettre à Israël de façonner elle-même ce qu'on appelle la sphère politique et sécuritaire palestinienne. Ils veulent faire comme ils ont fait en Cisjordanie, oui. C'est-à-dire que la bande de Gaza, même si elle sera rattachée, hypothèse peut-être à la bande, à l'autorité palestinienne, mais les Israéliens auront un droit de regard, c'est-à-dire qu'ils peuvent y entrer quand ils le voudront. Donc là, c'est une donnée très importante. Est-ce que la communauté internationale, est-ce que l'administration américaine qui va venir, ou plutôt l'actuelle administration, oui. aura la capacité et les moyens de faire fléchir le gouvernement de Netanyahou et de lui dire finalement, c'est à prendre ou à laisser, il y aura des pressions, ou bien Joe Biden étant pas sur le départ, il va se dire finalement, je vais refiler la patate chaude à mon successeur Donald Trump, et c'est à lui de régler ce problème et de faire fléchir Netanyahou et de l'obliger à accepter cet accord. L'administration Biden s'est en tout cas montrée optimiste, mais avec prudence. On a vu la déclaration de Blinken qui veut de toute façon tirer profit de cette situation, Kamal Mansari, au moment où le successeur Trump, allié incontesté d'Israël, veut ficeler les choses avant son arrivée à la Maison-Blanche. Il faut reconnaître une chose, il faut justement rappeler une chose, que Blinken a été l'un des acteurs qui ont fait capoter la feuille de route de Biden. Oui. C'était lui qui l'avait justement rejeté. Donc en allant à sa rencontre. Avec le concours de Benjamin Netanyahou. C'était en octobre dernier. Donc la concession, les Palestiniens, c'est-à-dire le mouvement Hamas qui contrôle, ou la résistance elle-même, la seule concession qu'ils ont acceptée, c'était le fait de créer ce comité, que la bande de Gaza soit gérée par les Palestiniens et par les factions palestiniennes, y compris par des personnalités, ce qu'on appelle indépendantes ou technocrates. C'était un petit peu ça. Oui. Et au-delà de ça, la proposition faite justement par Netanyahou, qui est celle d'obliger les Palestiniens de Gaza d'accepter une force internationale, est considérée comme, par le Hamas et les mouvements palestiniens, comme impossible. Donc ils refusent toute présence de forces étrangères est considérée comme une occupation. Toute force étrangère qui arrive à Gaza pour se substituer à l'armée israélienne est considérée comme une force d'occupation. Là, la question, elle est résolue pour le Hamas. Dans ces négociations, la seule chose il était rigide sur justement le futur de Gaza. Il a dit que c'est à nous de la gérer. Il était rigide sur cette question. Maintenant, il fait preuve de souplesse. Ils ont fait preuve de souplesse à condition que l'armée israélienne sorte. C'est-à-dire même la question du nord de Gaza, c'est-à-dire à partir de Beit Hanoun, Beit Lahia, là où il y a, Netzarim est devenu un sorte de commandement palestinien israélien parce que le but était de diviser le Gaza en 3 compartiments, 3 localités, à partir du centre, le sud, Khan Younis, et en haut, Jabalia. Donc c'est pour ça que les Palestiniens, les habitants, ont refusé de partir. Ils se tiennent à la terre justement pour faire capoter le plan israélien de couper Gaza en 3 parties. Donc sur le plan géographique et sur le plan du terrain, cette ambition israélienne a échoué. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Certes, Blinken, aujourd'hui, il avait demandé quoi à Netanyahou? D'accepter de se retirer de Gaza. L'entité sioniste n'a pas intérêt à rester indéfiniment à Gaza. Pourquoi? Parce que la réalité du terrain est en train de dire quoi? De démontrer que l'armée israélienne a perdu plus à Gaza qu'avec le Hezbollah ou ailleurs, ou avec toute autre résistance anti-sioniste. Donc les pertes sont énormes. Et ce qui a été ordonné par l'instruction qui a été donnée par Netanyahou à toutes les chaînes de télévision et les médias israéliens, de ne pas rapporter les nombres de blessés ni de morts. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on entend, depuis le 7 octobre 2023, le chiffre qu'on annonce de morts est de 890. Alors que ce sont des chiffres des soldats qui habitent en Israël. Oui. Mais ceux qui ont la double nationalité, ceux qui sont venus d'autres pays combattre au nom de leur judaïté en Israël, sont nombreux. Donc aujourd'hui, les pertes sont énormes. Oui. Les pertes
militaires sont énormes, en termes de matériel aussi. Et il y a aussi, certes, les effets économiques sont terribles. Oui. Et on n'est pas à 80 milliards. Aujourd'hui, à 440e jour, on parle de 123 milliards de dollars de Donc, pertes. Kamel Mansari, le Si on Hamas ajoute- conserve des cartes de pression dans, La seule dans carte ces de pression, négociations oui, la seule Donc- carte de pression, ce sont ses victoires sur le terrain. sur le terrain. C'est ça qui est sa force. C'est que cette résistance ne s'est jamais affaiblie en dépit Oui. du terrible bombardement, de l'épuration ethnique, des massacres, de génocide, comment dirais-je, il y a des déséquilibres dans les forces. Ce que possèdent comme armes les Israéliens ne le possèdent pas. C'est-à-dire on est face à un mouvement de résistance, notamment le Hamas et le Saraya al-Quds, c'est-à-dire les phalanges al-Quds, les brigades al-Quds, et les deux parties du djihad islamique et du Hamas. Ce sont les deux qui sont réellement sur le terrain. C'est vrai qu'il y a d'autres petits groupuscules qui aident, qui participent, mais la force principale, c'est celle de Azz al-Din al-Qassam. Donc on est sur le plan militaire, faiblesse. Israël n'a rien pu faire. Oui. Ni libérer les otages, ni gagner militairement. Oui. Si le Hezbollah s'est affaibli, parce qu'il faut voir la force qu'elle a été utilisée pour tuer, donc il fallait voir, pas simplement, mais pas le complot, les manœuvres qui ont été utilisées par tous les services occidentaux qui ont aidé. Oui. Ce qui s'est produit au Liban, c'est l'aide américaine, c'est les renseignements américains, et aussi ce qui se passe à Gaza, c'est grâce à l'aide américaine. Israël ne pouvait pas tenir une croix. À partir du mois d'avril 2024, on a commencé à sentir, et ça c'est la presse israélienne qui le disait, elle commençait à s'affaiblir. Il y avait un problème surtout pour les soldats. 20 000 soldats sont soignés, 20 000 soldats sont revenus des champs de bataille, ils sont soignés dans les centres psychiatriques. Oui. Ça, c'est un chiffre officiel israélien. Donc, vous voyez, donc, Alors, s'il y a Oui. les cartes que les Palestiniens jouent aujourd'hui, en dépit de l'immensité de la force et de destruction israélienne, c'est bien la résistance. Alors, ce qu'on peut retenir et ce qui est rassurant, c'est que la résistance reste en position de force, contrairement à tout ce que relaient certains médias occidentaux. Actuellement, la question qui se pose, donc Israël va-t-elle accepter c'est-à-dire à se retirer de la bande de Gaza, à accepter un calendrier pour le retrait de ses troupes de la bande de Gaza. C'est bien cela, Chérif Driss? Non, il va falloir qu'elle le fasse un jour. Maintenant, quand toute la question elle est là, c'est-à-dire comme ça a été précisé par Kamel Mansari, il y a une certaine étape psychologique, c'est-à-dire qu'il y a un épuisement. Et il est vrai qu'on ne peut pas dire que l'armée a gagné militairement. Il faut dire que militairement, le rapport de force est inégal. C'est-à-dire que les dommages, les pertes qu'ils ont infligées à Gaza sont inimaginable. Oui. C'est-à-dire qu'il faut Ça dire dépasse que l'entendement. Hein. ça dépasse l'entendement. C'est-à-dire que c'est une situation un peu mitigée dans ce genre de guerre. C'est-à-dire qu'on peut qualifier de guerre asymétrique, ce qu'on appelle les guerres ingagnables. Oui. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'asymétrie, on est dans une situation de génocide. Mais toujours est-il que l'armée israélienne fait face à un adversaire qui est coriace, même s'il a été affaibli, même s'il a reçu des coups très très durs avec l'assassinat de Yahya Sinwar, de Mohamed Deif et quelques chefs et tout. Mais il y a une résistance, c'est-à-dire que les Palestiniens continuent à résister. Déjà, la victoire des Palestiniens, elle est morale. Oui. Elle est morale, c'est-à-dire qu'ils ont démontré que c'est un peuple. On a beau tuer des milliers, des dizaines de milliers de ce peuple, mais les Palestiniens sont toujours restés dignes et debout. Ils ont gagné au plan de ce qu'on appelle la victoire morale à l'échelle internationale. C'est-à-dire que maintenant, l'opinion publique internationale reconnaît ce que c'est que la question palestinienne. Oui. Ils reconnaissent ce que c'est que la résistance. Et même au niveau interne en Israël, c'est-à-dire que même la société israélienne, même à un moment donné, jusqu'à octobre dernier, il y a un courant, une bonne partie, une tendance qui est favorable à la continuation de ce qu'ils appellent l'opération militaire, un soutien à l'opération militaire. Mais toujours est-il, c'est qu'implicitement, il y a une prise de conscience que Netanyahou est en train de mener Israël vers l'impasse. Oui. Vers l'impasse. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, il faudrait que l'armée israélienne se retire. Il faudrait que l'entité sioniste signe un accord de paix. Mais
Dans la classe politique, notamment les divergences, le clivage qui existe, c'est que la définition de la victoire n'est pas la même. On parle de la victoire, mais on ne donne pas la même connotation. Pour certains, pour l'extrême droite, toute victoire, c'est quoi? C'est que Gaza sera éradiquée, la résistance sera éradiquée et Gaza sera rattachée à l'entité sioniste. Pour d'autres, non. Le Hamas, la résistance palestinienne sera éradiquée et éliminée, mais on verrait pas d'un mauvais œil le rattachement de Gaza à l'entité palestinienne sous forme d'une entité, pas d'un État, et qui permettrait à Israël d'avoir un contrôle. Alors, ce que vous dites, Cherif Driss, nous interpelle sur la dangerosité de l'idéologie nationaliste ou d'extrême droite au sein de l'entité sioniste, justement. L'Algérie vient de condamner, à travers, donc via son ambassadeur au sein de l'ONU, son représentant permanent aux Nations Unies, Amal Benjama, il a donc condamné les déclarations de certains responsables israéliens appelant à l'annexion de la Cisjordanie occupée. Je vous propose de l'écouter. Madame la Présidente, cela fait beaucoup trop longtemps que nous attendons un cessez-le-feu à Gaza. Nous regrettons sincèrement le fait que le Conseil n'ait pas été capable d'exiger un cessez-le-feu immédiat, permanent, sans condition. Le Conseil de sécurité doit agir de façon décisive pour s'acquitter de ses responsabilités de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Nous ne pouvons pas continuer à détourner le regard. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Certains experts disent que Benyamin Netanyahou va accepter cet accord de cessez-le-feu à Gaza pour justement mieux s'occuper de la Cisjordanie occupée. Exactement. Oui. Parce que c'est ça qu'il fallait. Parce que Gaza n'est pas intéressante. Elle est justement, c'est un casse-tête pour l'armée israélienne parce que, d'ailleurs, il est difficile d'aller s'installer dans un environnement qui vous haït, qui vous combattra coûte que coûte. Ce n'est pas un seul mouvement, il y en a plusieurs. Donc à Gaza, elle n'est pas sur le plan stratégique, c'est une véritable un mauvais investissement pour le cabinet Netanyahou. Certes, il y a cette logique de grand Israël, éradiquer Gaza, les envoyer. Ça reste de la surenchère politique. Mais sur le plan sécuritaire et sur le plan pragmatique, c'est impossible d'aller réoccuper encore une fois Gaza. On a 2 millions d'habitants. C'est-à-dire même pour faire déplacer des chars, ça va être difficile. Donc ce pays-là, enfin ce territoire va être reconstruit tôt ou tard. Donc Israël, même si elle le ceinture, elle l'a déjà circulé, on a déjà encerclé. Ça a été une prison à ciel ouvert. Oui. Donc maintenant, la question de justement, Cisjordanie, elle est très intéressante à observer, ce qui se produit actuellement. Oui. On voit actuellement les Palestiniens, enfin l'autorité palestinienne est en train, pour la première fois, de combattre des mouvements palestiniens, c'est-à-dire des résistants palestiniens. Et ça, c'est dangereux. Déjà, il y a eu, selon les statistiques israéliennes, il y a 442 opérations de toutes sortes contre l'occupant israélien. On a revu comme les attentats, les opérations djihad, martyrs, oui. À l'intérieur d'Israël, c'est varié. Il y a les actes perpétrés par les colons sionistes. Les 442 visent autant l'armée israélienne que les colons. Oui. Certes, les colons le font, mais pourquoi? Parce qu'on veut concrétiser le plan de Smotrich et de Smotrich et justement Ben-Gvir de construire les 3000 nouveaux colonies, c'est-à-dire les nouveaux logements qu'ils ont promis. Le programme de Netanyahou est basé sur la colonisation de la Cisjordanie et non pas de Gaza, n'était pas prévu. Donc elle a retardé. Donc là, c'est là l'objectif initial, c'est de faire de la Cisjordanie invivable pour la Palestinienne. Il sera impossible de faire la solution à 2 États avec un territoire où toutes les localités palestiniennes et les terres sont séparées par des colonies israéliennes. Donc c'est impossible. Donc c'est ça le jeu, la rendre pratiquement gruyère, impossible
interconnectés. Donc là où il y a un village palestinien, entre les deux villages, il y a une colonie. Donc c'est un petit peu ça l'occupation. Oui. C'est le fait accompli. Et surtout chasser les Palestiniens de leur terre et leur prendre par la loi ou par la force ou détruire des maisons construites et les récupérer par les Israéliens. C'est ça la stratégie. Mais ce qui est dangereux aujourd'hui, ce qu'on observe, ce qui s'est passé aujourd'hui à Jenin depuis quelques jours, c'est que les forces de l'armée, de l'autorité palestinienne sont en train de combattre et d'essayer de remettre, comme ils disent, de l'ordre contre les Palestiniens. Et c'est la première fois depuis le 7 octobre 2023 où Israël, le cabinet de Netanyahou, oui, donne des instructions et décide que l'autorité palestinienne soit soutenue sur le plan équipement. C'est-à-dire qu'il va leur fournir des armes pour maintenir le calme dans toute la Cisjordanie. Et là, on est en train de transformer. C'est vrai que dans les textes de l'accord d'Oslo, il n'existe pas le mot autorité palestinienne. Il existe autorité de coordination sécuritaire. C'est une entité chargée de coordonner la sécurité en Cisjordanie. C'est un petit peu ça qui est gênant. Mais et cette logique-là que Hamas refuserait qu'il se produise dans la bande de Gaza. Parce qu'aujourd'hui, Mahmoud Abbas, qui est parti à Gaza, est en train de négocier le nombre de personnes qui vont siéger dans le comité des 15. Il veut que ce soit la majorité issue du Fatah pour que demain, il gère... On va y revenir sur ces divergences au sein des factions, entre les factions palestiniennes. Cherif Driss, je vous repose la question. Est-ce que Benyamin Netanyahou va justement accepter cet accord, va devoir accepter cet accord de cessez-le-feu pour s'occuper de l'annexion de la Cisjordanie occupée? Là, cela dépend avec l'aide de Trump. Bien sûr, cela dépend de sa capacité à neutraliser ses alliés, notamment l'extrême droite, le Sion judaïsé, Smotrich, Ben Gvir et les autres. Ces deux personnages ne sont que la face, l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'il y a d'autres acteurs plus extrémistes qu'on appelle le sionisme messianique. Oui. Donc, lui, son gouvernement de centre-droit du Likoud, il a fait une alliance avec l'extrême droite, la droite religieuse. Reste maintenant, cette droite religieuse, elle est essentiellement ancrée. C'est-à-dire que ce n'est pas une force politique, elle est une force sociale. Donc elle a toute une base sociale qui est derrière elle. Là, le Likoud, est-ce qu'il est capable, Netanyahou, à neutraliser, à convaincre ses alliés de la viabilité de signer un accord? Là, on le verra. C'est-à-dire pour l'instant, c'est-à-dire que rien n'indique qu'il en a les coups des franches. Oui. Ça peut être aussi un couteau à double tranchant, c'est-à-dire pour l'antitétionnisme. Cela pourrait affaiblir l'antitétionnisme. En fait, j'aimerais nuancer un peu le propos parce que c'est vrai que pour Netanyahou, ce qui est important au jeu, c'est la Cisjordanie. C'est-à-dire que depuis le début, c'est-à-dire que Netanyahou a tout fait et il le reconnaît, il se tarde de le dire, d'avoir fait voler en éclats les accords de paix de 93 avec la politique de colonisation, les colonies et tout. Mais pour l'extrême droite, Gaza, elle est tout aussi importante. C'est-à-dire qu'il y a des discours à un moment donné, Monzelis et le ministre de la Sécurité. Ils veulent en faire une colonie. Ils veulent en faire une colonie. C'est-à-dire que Gaza, c'est vrai que ce n'est pas de la même grandeur que la Cisjordanie, mais ils veulent faire une colonie. C'est-à-dire, est-ce qu'ils pourront, toute la question, elle est là, est-ce que les alliés d'Israël, les États-Unis en premier, vont-ils lâcher bride à leurs alliés en Israël, l'extrême droite et tout, de faire ce qu'ils veulent? À mon sens, c'est qu'il faudrait qu'il y ait, des pressions internationales de la part des États-Unis, de l'Union européenne, quitte à brandir l'arme des sanctions pour obliger Netanyahou, le gouvernement Netanyahou, à obliger ses alliés à accepter l'idée qu'un accord de paix, plutôt pas un accord de paix, pardon, à signer un accord de cessez-le-feu et de retrait de l'armée israélienne de Gaza serait dans l'intérêt d'Israël. Autrement, il est difficile d'entrevoir une quelconque issue. Donc là, je crois que c'est une situation qui est très compliquée, avec plusieurs inconnus. Des inconnus à la fois en rapport avec la politique interne, le système d'alliance au sein du gouvernement, les pressions en interne, mais aussi la situation régionale et la situation internationale. Ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Liban. Je crois que c'est des paramètres, c'est des facteurs qui vont peser sur la suite de la situation par la suite. Quelles pourraient être justement les conséquences d'une telle politique adoptée par un gouvernement
comme celui de Netanyahou, sur le plan interne? Sur le plan interne, jusqu'à présent, certains ont parié sur la chute du gouvernement de Netanyahou, notamment avec la pression de la famille des otages, avec la démission du cabinet de Eisenkot et, qu'on appelle ça, le ministre de la Défense. Gallant. Avant Gallant, c'est Benny Gantz. Benny Gantz. Gantz et tout. Avec la montée des critiques, c'est-à-dire au sein même du camp du Likoud et de la gauche. Mais jusqu'à présent, Netanyahou, il tient. C'est-à-dire s'il tient Netanyahou, parce qu'il y a une base sociale derrière lui. Une base sociale derrière lui. Là, maintenant, la crainte pour Netanyahou, c'est qu'un accord va faire voler en éclats le gouvernement. Oui. Va faire voler en éclats le gouvernement. Mais par la même... Face aux résistances de Ben Gvir et... Tout à fait. La droite messianique, ce qu'on appelle le sionisme judaïsme. Mais le problème qui risque de se poser, c'est que cette impasse pourrait aussi aboutir à l'éclatement du gouvernement. Parce qu'il y aura des pressions aussi, un jour ou l'autre, la dépression sociale de la part des familles des otages, des pressions économiques, des pressions internationales, parce que l'entêtement de l'entité sioniste sur le niveau régional, si vous voulez, elle est devenue un boulet. Un boulet, c'est-à-dire un fardeau même pour ses alliés. Ses alliés régionaux, même ses alliés internationaux. Malgré l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis. C'est-à-dire que Trump, maintenant la question de Trump, c'est vrai que lui, le risque c'est qu'il puisse offrir un boulevard à Netanyahou et à ses alliés pour continuer à massacrer les Palestiniens. Mais même cette politique, si vous voulez, de la terre brûlée, elle est préjudiciable pour les intérêts américains. Donc, à mon sens, personne ne sait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lire dans le marc de café ou on n'a pas de boule de cristal pour savoir ce qui va advenir par la suite de l'année prochaine, mais on n'exclut pas le fait que si la situation d'impasse perdure, c'est qu'il risque d'y avoir un retour de manivelle sur le gouvernement israélien. Donc ce qui fait qu'en interne, ce qu'on appelle les dissensions pourraient aller crescendo, et même les pressions internationales. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait que parce que Trump fait ça par amour pour les Palestiniens, il le fait parce que cette situation de terre brûlée, cette situation de jusqu'au boutisme de la part de Netanyahou et ses alliés, elle est préjudiciable pour les intérêts américains et même pour les intérêts européens. Donc c'est le seul facteur qui pourrait faire pencher la balance et obligerait Netanyahou à signer un accord. Les conséquences, Kamal Mansari, sur les Palestiniens, sur l'autorité palestinienne, sur le mouvement de résistance Hamas actuellement? De quelles conséquences? Les conséquences de cette politique, c'est-à-dire sioniste, concernant l'accord de cessez-le-feu à Gaza et cette volonté d'annexer la Cisjordanie occupée. Tout ce contexte. Non, s'il y a négociation, d'abord, la négociation se fait justement sur ce qui se passe à Gaza. La Cisjordanie n'est pas... Même si... Parce que le devenir de Gaza qui pose problème. La gestion sur le plan sécuritaire et surtout après ce qu'on appelle la reconstruction. Aujourd'hui, les points d'achoppement sont bien clairs. La libération des otages, la libération des prisonniers palestiniens, la réouverture du passage de Rafah, le retrait de l'armée israélienne pendant... C'est le feu premier de 42 jours. Hein. Oui. Donc il y a une première étape, c'est le retrait vers les frontières de Gaza, ou bien loin derrière les localités à forte concentration de la population, urbaine et tout. Donc c'est la première étape. La conséquence, elle est sur le plan, sur le terrain, sur ce plan militaire. Mais la plus importante, c'est le plan humanitaire. Donc le plus important, c'est qu'il y ait un retour de l'aide humanitaire, que Israël, ce que fait aujourd'hui Israël, c'est en train d'interdire toute aide humanitaire, y compris médicale. Bombardement sur l'hôpital, l'encerclement de l'hôpital de Kamal Adwan, c'est justement fait pour que les blessés meurent. La tactique israélienne a été d'achever les blessés, de ne permettre aucune entrée de médicaments. Lorsqu'il y a eu la délégation de médecins algériens, quand elle est entrée, certains ont été arrêtés par l'armée israélienne. Oui. Alors que la loi leur interdit, c'est-à-dire ils sont venus sous la coupe de l'ONU, la délégation de médecins algériens, les 13 médecins algériens qui sont partis derniers en date, parlaient du fait qu'il n'y a rien pour soigner les blessés. Donc les moyens les plus rudimentaires n'existent pas. Donc cette conséquence-là qu'il faut gérer. Et c'est le premier pas important, c'est de faire entrer l'aide humanitaire.
l'aide médicale, l'aide de nourriture, et surtout préparer les Palestiniens à ce rude hiver qu'il leur est promis. Donc aujourd'hui, la situation devient grave. Certes, si on revient sur le plan politique. Sur le plan politique, je voulais reformuler ma question, peut-être par rapport à cet accord de cessez-le-feu à Gaza. Quel serait justement son impact sur la politique palestinienne? D'abord, il y a lieu, aujourd'hui, ce qui est posé sur la table, c'est de créer ce qu'on appelle une sorte de consensus. Créer une équipe qui va gérer Gaza, qui va mettre au point et qui va concrétiser l'accord. Suivre l'accord pendant la durée de l'accord, il y a juste la première étape qui est de 42 jours. Le Hamas va diriger Gaza? Non, ce sont des personnalités indépendantes. Ils ont parlé de technocrates juste pour dire qu'ils ne seront ni militaires, ni affiliés à un parti politique, bien que la négociation sur ce point n'est pas déterminée parce qu'elle est interpalestinienne. Les Israéliens veulent imposer leur homme, c'est-à-dire l'autorité palestinienne, parce que l'autorité palestinienne est soutenue par Israël techniquement et politiquement. Donc c'est malheureux de le dire, mais c'est la réalité. Donc c'est un petit peu ça. Donc le problème se pose au niveau de la gestion de l'après-cessez-le-feu. Qui va diriger Gaza? Comment ça va se produire? Et en plus, c'est là où il y a la pression internationale. Parce qu'aujourd'hui, c'est que la pression dirigée aussi au sein de l'ONU par l'Algérie, c'est de permettre l'entrée de l'aide humanitaire qui fait défaut. Et les Palestiniens aujourd'hui, s'ils ne meurent pas par les balles, s'ils ne meurent pas par leurs blessures, ils meurent de faim et ils meurent de maladies. Parce que les maladies les plus invraisemblables sont revenues à Gaza. Il y a les épidémies et tout. Donc nous sommes dans cette réalité. Sur le plan politique, est-ce que le cabinet israélien va accepter ça? La guerre a démontré qu'ils ne peuvent pas aller plus loin que ça, parce que s'ils sont arrivés à négocier, parce que la seule chose avec laquelle ils sont en train de faire pression, ce sont les génocides et les massacres à tout bras. 40 par jour, pour eux, c'est du spectacle, il faut tuer le maximum. C'est une logique. C'est une logique sioniste, c'est une logique biblique, pour ne pas dire, c'est-à-dire elle est dans la Torah. C'est pour ça que la partie de la Cisjordanie, elle est plus importante pour les Israéliens à cause des postulats religieux. Oui. C'est là où se trouvent les temples, c'est là où se trouve le temple de David qu'ils veulent lancer. Al-Quds, c'est leur appartient. Jéricho, c'est la leur. Donc il y a toute une logique religieuse qui est. Et le fait que l'on a vu des images, pour revenir à ce qui s'est passé en Syrie, au Golan, que des rabbins vont partir là-bas pour construire une synagogue, parce que dans la philosophie, dans l'imaginaire ou dans la mythologie israélienne, la partie du Golan appartient à ce grand royaume israélien. Donc, et c'est cette logique-là qui prévaut. Donc il faut séparer les deux. La question de Gaza, c'est une question militaire et puis bien sûr humanitaire et le reste. La négociation et la gestion se font sur la base d'accords. Oui. Par contre, le grand problème qui attend Israël et qui attend les Palestiniens, c'est qu'Israël elle a une technique. Elle est en train de combattre séparément chaque entité. On combat le Hezbollah seul, on combat Hamas seul, puis on s'attaque au Hezbollah, puis on s'attaque à l'Iran, puis on s'attaque à la Syrie, et maintenant on va s'attaquer au mouvement palestinien qui se trouve en Cisjordanie. Oui. Le danger est là. La densité de population est plus importante en Cisjordanie. L'organisation est plus difficile, parce que les groupes armés là-bas se retrouvent dans une situation où ils devront faire face à quoi? À l'autorité palestinienne et au Israël. Et si Israël continue à bombarder comme elle le fait à travers l'aviation, là on va aller vers un génocide ou bien des crimes contre l'humanité. Est-ce que Israël est prête à accepter ce prix encore une fois dans la situation de désastre économique et de désastre militaire? Ouvrir un autre front en Cisjordanie serait vraiment, vraiment coûteux pour l'armée israélienne. Sauf c'est ce que veulent justement les nationalistes ou les extrémistes les racistes. Extrémistes d'extrême droite, justement. Cherif Driss, moi j'aimerais revenir sur cet accord de cessez-le-feu à Gaza et ce qu'on appelle le scénario d'après-guerre à Gaza. Est-ce que le mouvement Hamas va accepter justement d'être écarté de la gestion de l'enclave, comme vient de... Non, justement, c'est-à-dire que
l'une des raisons qui ont fait que les premières tentatives de négociation d'arriver à un accord qui ont échoué, c'est que le Hamas a refusé de donner suite aux revendications des Israéliens que le Hamas n'aura plus voix au chapitre à Gaza, et militairement, et humainement, et socialement, et politiquement. Donc la direction du Hamas actuellement refuse toute idée que le Hamas soit exclu de la gestion de la bande de Gaza. Donc c'est l'une des questions qui ont été posées. Et d'ailleurs, récemment, le porte-parole de la direction du Hamas a clairement dit que oui, nous sommes pour les négociations, mais on ne veut pas que Netanyahou impose d'autres conditions. Qui dit imposer d'autres conditions, à savoir qu'un accord, Gaza sans le Hamas, sans la résistance. Parce que l'idée principale du gouvernement israélien, ce n'est pas de repousser le Hamas vers une frontière de façon à ce qu'il soit plus nuisible pour eux. Mais non, cette fois-ci, on ne veut plus entendre de Hamas, on ne veut plus entendre de la résistance. C'est ce qu'a dit Blinken. C'est-à-dire que Blinken, même au sein de la Maison-Blanche, c'est-à-dire que dans l'appareil décisionnel, il y a des factions qui sont très liées au lobby pro-sioniste. Ce sont eux qui sont les va-t-en-guerre, quelque part, qui mettent des bâtons dans les roues du président Biden. C'est-à-dire que là, à un moment donné, les négociations, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des concessions de part et d'autre. Le Hamas a fait des concessions, mais la partie israélienne ne veut pas faire des concessions. Et parmi les exigences de la partie israélienne, c'est qu'on ne veut plus entendre de Hamas de la résistance à Gaza. Chose que la résistance, le Hamas, bien entendu, refuse, mais aussi le Hamas, dans ce cas, n'est pas aidé par l'autorité palestinienne, parce que dès le début, l'autorité palestinienne fait porter à Hamas la responsabilité du génocide, du massacre qui se passe à Gaza. Oui. Donc là, maintenant, la nouvelle ingénierie politique ou sociale, entre guillemets, qui est proposée par les Américains et les Israéliens, c'est de dire qu'on aura un territoire, une cartographie territoriale, c'est-à-dire qu'on peut rattacher Gaza à l'autorité palestinienne, mais cette cartographie territoriale n'a pas de prolongement au niveau politique. C'est-à-dire qu'il y aura l'autorité palestinienne qui dirigera le Fatah et les autres factions, mais le Hamas n'aura pas voix au chapitre, n'existera pas. C'est-à-dire que ni en tant que mouvement politique, ni en tant que mouvement militaire. Donc là, la question, elle est là, c'est que là, jusqu'à présent, il y a un entêtement, plutôt un radicalisme de la part en Israël, notamment de la part de Netanyahou et certains de ses alliés, et même au sein de la gauche et tout, c'est que oui, pour un accord, oui, pour un rattachement de l'autorité de Gaza à l'autorité palestinienne, mais un rattachement sur le plan politique, ça se fera sans le Hamas. Donc là, il y a une sorte de consensus au sein de la partie israélienne. Donc toute la question, elle est là. C'est-à-dire que le Hamas a fait preuve de bonne volonté, il a accepté des concessions. Et ce qu'il veut, lui, c'est le retour, bien entendu, ceux qui ont été obligés de fuir Gaza, l'entrée de l'aide humanitaire, le retrait de l'armée israélienne, mais aussi de participer à la gestion. Même le Hamas n'est pas contre l'idée que ce soit l'autorité palestinienne qui chapeaute, mais à condition que le Hamas soit associé. Oui. Les Israéliens ne l'entendent pas de cette oreille, même aux États-Unis, la faction la plus pro-israélienne, la pro-sioniste, ne l'entendent pas de cette oreille. Toute la question, je crois que c'est l'un des pierres d'achoppement. C'est-à-dire qu'on pourrait aller vers un cessez-le-feu de 6 semaines, ce qu'on appelle les 6 semaines de 42 jours. Oui. On pourrait aller vers un échange de prisonniers, d'otages. Mais toute la question, est-ce qu'on appelle la troisième étape qui parle de l'après, de la fin de l'agression et commencer la reconstruction de Gaza, je crois que c'est l'étape la plus délicate, c'est-à-dire la plus délicate parce qu'il sera question de savoir est-ce que le Hamas sera associé ou pas. Oui, et si le Hamas est écarté, Kamal Mansari, les Israéliens pourront crier victoire. Il faut préciser une chose, il y a la gestion du cessez-le-feu, dont la durée n'est pas précisée, c'est la seule précision de la première étape. Oui. Donc c'est pour ça qu'il y a un comité de technocrates qui est chargé de gérer le cessez-le-feu lorsque le cessez-le-feu-là sera appliqué et signé par les deux parties. Le devenir de Gaza, je ne pense pas que le Fatah aura l'autorité là-bas parce qu'il y a l'ancrage populaire. Personne à Gaza n'acceptera que le Fatah revienne chassé. Il a été chassé par la population d'une manière légale lors des élections. Donc l'ancrage populaire, il n'existe pas à Gaza. Mahmoud Dahlan a essayé. La population est attachée à sa résistance. Non, elle est attachée à la résistance. À la résistance. Parce que chaque famille palestinienne à Gaza a subi des pertes. Il n'y a aucun
qui acceptera de pardonner. Toujours le disent, on les entend dans les réseaux sociaux, à la télévision. Même les sionistes le savent. Nous sommes attachés à notre terre et nous continuerons à nous battre. Chaque femme palestinienne dont l'enfant décède ou meurt, pour elle, c'est un sacrifice pour la bonne cause. Il y a une cause à laquelle sont rattachés les Gazaouis. Ce ne sera pas effacé par des accords, rien du tout. Aucune force ne pourra changer la donne parce qu'il y a la conviction. Ce n'est pas quelque chose d'administratif que vous allez imposer. Allez, nous allons ramener notre pays palestinien pour gérer. Ça sera difficile, quasiment impossible. Parce que cette conviction populaire est ancrée. Et la guerre a confirmé, a convaincu les Gazaouis qu'il n'y a rien d'autre à faire avec les Israéliens que la résistance et le combat. Les solutions politiques ne marchent pas, ils les ont essayées. C'est une population qui a été enclavée et isolée et sous embargo pendant 15 ans. Donc impossible que demain ils vont faire face à une autorité qui a consacré justement cette réalité. Mahmoud Dahlan a été chassé. L'objectif de Mahmoud Dahlan était de faire quoi? De rendre Gaza presque une caserne. Mais lorsqu'il y a eu les élections, le Fatah a disparu de la scène, c'est la majorité qui a remporté. Pourtant, c'était des élections transparentes, propres, et en 2006, le Hamas a gagné. Qu'a-t-on fait? Israël ne les a pas reconnus. Pourquoi Israël ne les a pas reconnus? C'est-à-dire si on aurait pu avancer, mais les Israéliens n'accepteront pas une autre autorité que celle de Mahmoud Abbas, c'est-à-dire l'équipe actuelle. Mais les Gazaouis, ils ont leur attachement, leur résistance. La résistance est sortie des entrailles des Gazaouis. C'est celle qui est en train de combattre, et malgré tout le désastre qu'ils subissent, ils sont convaincus qu'ils ne peuvent être dirigés que par ceux-là eux-mêmes qui les ont défendus. Alors pour conclure, messieurs, si un accord est conclu entre les deux parties, quelles pourraient être justement les conséquences, Cherif Driss, sur la région? On a vu ce qui s'est passé au Liban lorsque un accord de cessez-le-feu a été signé. Qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir après un accord de cessez-le-feu à Gaza? En fait, la première des choses, c'est de savoir est-ce que cet accord de cessez-le-feu sera durable ou non. C'est la durabilité. C'est-à-dire qu'il y a eu des accords qui ont été signés par le passé, mais on a vu ce qu'il est advenu par la suite. Deuxièmement, il est vrai que sur le plan moral, ça a démontré que la cause palestinienne n'est pas morte. Elle a démontré que c'est les Palestiniens eux-mêmes qui doivent prendre leur destin en main, c'est-à-dire que leur destin en main. Troisième élément qui est très important à mon sens, c'est que au niveau régional, il y aura, si vous voulez, un rebattement des cartes. Oui, un rebattement des cartes. On dit généralement, ça sera un tableau des pertes et des profits. Le tout est de savoir qui sera dans la case des pertes et qui sera dans celle des profits. Oui. Bon, à mon sens, mon hypothèse, ma lecture des choses, c'est qu'il n'y aura pas un accord, un cessez-le-feu qui ne sera pas dans l'intérêt des Israéliens. Très bien. Ce qui risquerait, c'est que cet accord va renforcer davantage Israël au détriment de... Kamal Messari, en 2 mots. Bon, l'attente la plus importante, c'est qu'il y ait un cessez-le-feu. Maintenant, sur le plan moral, Israël a perdu. Elle a entraîné dans sa logique destructrice les États-Unis. Les États-Unis ont perdu leur morale, si vous avez. Donc il y a des gains politiques. Lorsque l'Algérie a combattu la France, militairement, nous étions faibles. Mais nous avons gagné sur le plan diplomatique et moral. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Les Palestiniens et les Israéliens ont déjà perdu parce que la seule chose qu'ils savent faire, c'était le génocide. Et c'est ça qui a choqué l'humanité tout entière et qui a fait pousser l'opinion publique à dénoncer cette réalité. C'est là qui est le gain des Palestiniens. Eh bien, merci Kamal Mensari pour cet éclairage. Merci à Cherif Driss pour votre intervention durant cette émission. On arrive à la fin. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur Canal Algérie.